Eh bien salut à tous et bienvenue donc dans le making of du film que je fais dans mon salon à l'arrache sans éclairage, voilà, en homemade, puisque c'est comme ça que le film a été conçu, en homemade. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi mettre en scène un truc, ouais, on s'en bat les couilles. Je tourne dans mon canapé et puis si vous n'êtes pas content, de toute façon je vous emmerde, voilà. Voilà, bienvenue les gars, bienvenue dans ce making of, bienvenue à vous. Mais en tout cas les gars, je vais vous parler donc du film et je vais un peu... ouais, déjà... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, vous savez, j'aime bien improviser, donc je vais beaucoup improviser dans cette vidéo. Ce film, je l'ai fait avec des morceaux de scotch, des ciseaux, voilà, en mode système D, pour dire. Le budget, le Ulule, m'a permis d'acquérir un meilleur matos. Vraiment, j'ai pu avoir un drone, j'ai pu avoir un stabilisateur, j'ai pu changer le micro, avoir un meilleur micro. Je vous ai mis une news Ulule où j'explique concrètement le budget du film. Il s'élève à entre 4000 et 4300 euros. Alors oui, 420, 4200, on pourrait dire c'est bizarre, mais oui, c'est vraiment ça. Après l'envoi, les envois à la poste, là encore une fois j'ai tout détaillé sur le Ulule, il me restait plus que cette somme, les impôts, etc. Il me restait plus que cette somme sur le Ulule parce que j'ai mis trop de contrepartie. Alors j'avais un budget vraiment tout petit pour ce film, si vous voulez, c'était vraiment un budget minuscule. Et en fait je me suis tout senti comme quand je faisais les œuvres de fiction sur YouTube, en mode système D, voilà. Le budget, vraiment, il faut savoir que je l'ai investi dans le matos et je l'ai investi pour payer les artistes qui ont gravité autour du projet. Donc on a Blook, par exemple, qui s'est occupé du Ulule, et on a Nasty aussi, qui s'est occupé de la couleur du poster et de la mythologie 420. Voilà, on a ces artistes-là, on a aussi tous les musiciens que j'ai rémunérés, les musiciens d'Akagom, Nosanthrope, Mindranger, etc., etc., Luminescence aussi. Et puis on avait les acteurs, donc Elena et Kevin, qui sont des amis à moi, également Jamie, Allison, donc ma petite amie, qui a bossé aussi sur le film et qui a travaillé sur les costumes. Ça aussi, c'était un budget. En fait, vraiment, je vous dis, les 4000 balles, ils sont partis en 2 secondes. Et puis voilà, après j'étais en mode système D avec mon fond vert comme quand je bossais à l'ancienne, quoi. Voilà. Si je joue tous les rôles dans le film, c'est aussi parce que je ne peux pas engager plus d'acteurs que ça, vraiment. Sachez que un budget, je le répète, un budget à cette hauteur, moins de 5000 euros, c'est même pas un budget dans le cinéma en fait. Ça n'existe pas. Massacre à la tronçonneuse, c'est un budget de 140 000 balles, d'accord? C'est un budget de 140 000 balles. Là, j'ai 14 fois moins de budget. Et là, oui, tu me dis, oui, tu as plus de 100 000 balles comme budget. Là, je peux faire un truc beaucoup plus ouf. Là, ça m'ouvre tout un tas d'horizons. Mais en réalité, vraiment, l'argent dans le cinéma, il faut comprendre une chose, c'est le nerf de la guerre. Donc si je suis toujours en mode système D, et peut-être que ça se ressent forcément dans le film, forcément, il y a toujours cet amateurisme qui en ressort, parce que vraiment, il faut comprendre une chose avant que je commence cette vidéo, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas d'argent dans le cinéma, bah, vous pouvez pas faire grand chose. Vous faites comme moi du homemade et puis vous essayez un peu d'improviser les lieux où vous pouvez tourner. Donc la plupart du temps dans la forêt, parce que tourner dans des lieux publics, c'est compliqué. On ne peut pas tourner dans des lieux publics quand on n'a pas d'argent, vraiment. Donc, concernant le budget, les gars, il a vraiment été dilapidé en l'espace de, je sais pas, de moins deux mois, 3 mois, et après sur le temps aussi parce que je payais les artistes progressivement, les artistes qui gravitaient autour. Mais vraiment, je vous dis, tout le budget du film en brut a été dilapidé en 2 3 mois. Et vraiment, je me suis retrouvé en mode système D finalement, comme quand je faisais les œuvres de fiction avant le film, genre Rose Acide, Né pour troller, Gotha Get a Grip, j'étais dans la même configuration. Donc je n'ai pas eu vraiment, j'ai eu un up au niveau du matos sur le film, le drone qui m'a permis de faire des plans aériens, également le stabilisateur qui me permettait de faire des plans assez propres. Mais j'ai pas eu cette sensation d'avoir un plus, finalement, un plus. Et ça, cette erreur, elle vient en partie de moi parce que les contreparties que j'ai proposées, donc les DVD, les envois des DVD, les posters, la mythologie 420, voilà, envoyer 377 DVD, à l'impression, par exemple, l'impression des DVD, ça m'a coûté du coup 550 balles. Pour arrondir, hein, c'était 540 et quelques, je sais plus exactement. Et les envois à la poste, France et étrangers, je suis entre 1600 et 1700 balles. Donc voilà, rien que ça, les mecs. Donc vous enlevez 12 700, vous enlevez la commission Ulule,
qui est de 8%, il me restait 11 700. Ensuite les impôts, je paye 24,50% d'impôts par mois, donc là je suis tombé à 8 400 € et quelques. Ensuite voilà, les DVD, donc vous enlevez encore 2000 balles, et vous enlevez encore tous les autres envois des contreparties. Bref, le calcul, il est encore une fois sur le Ulule. À la fin, en brut, il me restait un budget de 4000, entre 4000 et 4500 €. Pour vous dire une chose, j'ai donné beaucoup de moi-même aussi. J'ai sorti beaucoup d'argent de ma poche pour des petits détails, des accessoires qu'il fallait acheter. Vous voyez, par exemple, les flingues dans le film que vous voyez, c'est de l'imprimante 3D, c'est des artistes qui font ça sur Internet. Bah, juste les accessoires, c'est quoi? C'est 400 balles, vous voyez, 400, 500 balles. Enfin, ça va très très vite en fait. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, bah vous pouvez pas commencer à engager plein d'acteurs, parce que voilà, faut mettre une régie, faut payer les transports. Enfin très vite. Enfin les 4000 balles, si vous voulez, je mets 10 acteurs différents sur le film. Les 4000 balles en fait, je les paye juste pour leur trajet. En fait, la vie est très très chère. Mais il faut savoir un truc, c'est que la vie est très très chère, et que dans le cinéma, plus tu as d'argent, plus tu pourras faire de la qualité. Pour vous dire, moi, par la suite, j'aimerais sortir du côté fond vert et avoir un budget, voilà, avoir le budget de Massacre à la tronçonneuse, par exemple, avoir 140 000 balles, et pouvoir tourner dans des lieux différents, voilà, etc. Enfin bref. Vous savez, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est un art collectif, avant tout. Le cinéma, c'est pas un art personnel. C'est pas comme le dessin ou l'écriture, où là, bah, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton coin sans budget. Si tu veux faire un truc plus fou, finalement, et ben il te faut de l'argent, voilà, tout simplement. Alors 420 le film, vous voyez, c'est mon premier vrai film pour le coup, mais si je devais me positionner moi par rapport aux autres réalisateurs dans le cinéma, je me verrais plus comme un développeur indé, plus que comme un réalisateur, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai pensé le film, et que je pense la réalisation. Souvent c'est comme si je faisais un jeu vidéo en même temps que je faisais un film, et j'ai voulu retranscrire ce côté-là avec le côté 2D, les actions que vous pouvez voir avec Richard qui arrive dans le générateur de la Google Corporation et qui détruit tout pour ensuite arriver face à Algo. La première cinématique sur la musique de Midranger, Wizard, sur l'animation de fin avec Wax qui rencontre l'algorithme pour de bon. J'ai pensé ça vraiment, j'ai pensé le film comme un jeu vidéo, et j'ai toujours pensé un peu ce que je faisais comme du jeu vidéo, parce que je pense que le jeu vidéo aujourd'hui c'est plus actuel que jamais. Moi vous savez, j'aime pas du tout le cinéma français, je trouve que c'est mou, que c'est chiant, qu'il y a rien qui se dégage, et c'est des trucs de boomer en fait, de vieux, et ça ressasse toujours les mêmes formules. Moi j'ai voulu briser la formule à la française, donc faire capturer le réel et faire des trucs lents et chiants en gros. Et j'ai voulu voilà offrir des scènes plus lentes, mais aussi des scènes plus nerveuses, voire carrément épileptiques. Donc avec ces cinématiques, je vous dis, en brut, ça représente 7-8 mois de taf étalé sur les 2 ans, hein, très clairement. C'est vraiment sur ces cinématiques que j'ai pris le plus de temps à penser la mise en scène comme un ballet, comme une danse, à chorégraphier tout ça. Ça a été très très long. D'ailleurs, vous pouvez voir, pour ceux qui ont pris le script, qui ont pris la contrepartie script sur Internet, et je la proposerai sûrement dans d'autres lives, ce script. Vous pouvez voir un peu les plans de comment est-ce que j'ai chorégraphié tout ça, en faisant un storyboard en fait, tout simplement. Donc moi je me vois pas du tout en fait, moi je me sens pas concerné par le cinéma français, si vous voulez, par les réalisateurs en France. Je me sens pas du tout concerné par ce monde, c'est un monde qui m'intéresse pas pour tout vous dire. D'ailleurs c'est un cercle très fermé, et puis un cercle pas très sain, d'après les rumeurs qu'on peut entendre souvent. On voit tout le temps les mêmes gueules, hein, d'accord, on voit tout le temps les mêmes acteurs. Et c'est un cercle très fermé. Une fois que t'es dedans, c'est bon. Mais moi, je me suis jamais senti vraiment concerné par ce monde-là. Je me suis jamais vraiment senti concerné aussi par les spectateurs français qu'ils aiment dans le cinéma. J'aime pas les goûts. Moi, le cinéma français me fait peu rire, pas rire même du tout. Je suis plus dans le cinéma de genre, et je me sens pas trop concerné par ce qui se passe en France finalement. Alors je dis pas ça pour faire genre oui je suis un mec authentique, original, je suis au-dessus de tout ça. C'est vraiment, je pense que je ne suis pas dans le bon pays. Moi je me vois plus me tourner vers l'Angleterre ou les US, où eux ils essayent plus des trucs qui sortent du commun. Ils ressassent pas tout le temps les mêmes formules à la con. Moi j'appelle ça des formules à la con, désolé hein. Et je me vois vraiment plus comme un développeur indé pour vous dire, parce que j'aime bien regarder en direction de la scène indépendante dans le jeu vidéo, parce que c'est pareil pour les jeux vidéo AAA, souvent on a souvent des productions assez fades. Voilà, pour le grand public, voilà, des trucs, des gameplays qui te proposent toujours les mêmes mécaniques. Et moi je me sens pas vraiment concerné par la France. Et c'est vrai que moi, mon optique, ce serait, en tout cas, parce que le cinéma de genre, ça ne marche pas en France. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est le cinéma de genre. Les films d'horreur aussi, l'horreur, c'est quelque chose qui me fascinerait, mais c'est pareil, l'horreur, ça intéresse assez peu les Francs X.
Moi, si vous voulez, mon optique, ce serait de toucher un public plus large par la suite, mais je sais que je trouverai pas ce public en France. Donc je me sens un peu en dehors, si vous voulez, du cercle du cinéma français. Et vraiment, ce que j'ai fait, c'est homemade avant tout, et je me vois avant tout comme un développeur indé. Voilà. Je me sens un peu comme Macmillan ou Jonathan Blow, vous voyez, qui ont développé l'un Super Meat Boy et l'autre Braid. Donc ça, c'est les premiers jeux qui font partie de la nouvelle vague des jeux indépendants. Ils ont fait leur truc seul en fait. Ils ont fait leur truc tout seul dans leur chambre. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait le film. Et c'est assez inhabituel finalement dans le cinéma français de voir ça. Parce que c'est un art collectif. Je voulais me différencier à ce niveau-là, faire quelque chose de personnel et le faire tout seul. Donc avec l'aide en grande partie de ma copine Jamie, de ma femme, je dirais même, parce que je l'aime plus que tout, je suis très très amoureux. Et nous allons nous marier et faire tout un tas d'enfants. Mais j'ai fait le truc tout seul et j'en suis très fier d'avoir fait une œuvre homemade et de m'être dupliqué, on va dire, dans tout un tas de rôles pour renforcer ce côté-là. Genre, c'est un film fait quasiment tout seul. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez peu dans le cinéma. Ça n'existe pas vraiment. Donc je suis un des premiers à faire ça. Donc on peut retourner à l'époque de... Ouais, non, Chaplin, il faisait ça, mais pas vraiment, en fait. Il avait des... En fait, j'ai fait ça, en fait, parce que je n'avais pas le choix, si vous voulez. Mais je suis un des premiers à faire ça, à me dupliquer dans tout un tas de rôles et à englober le film et voilà. Donc ça renforce, on va dire, le côté mégalo du Pianizza. Tu vois, on peut dire, putain, le mec... il joue tous ses rôles, il se prend pour qui, il fait jouer Sanana dedans, alors il fait jouer deux de ses potes, mais à la base, je vous dis, c'est cool, je vends un truc comme ça, parce que je n'ai pas le choix aussi, parce que je n'ai pas assez d'argent. Ok, il faut bien comprendre ça, c'est qu'à la base, la démarche, si j'avais eu plus d'argent, j'aurais fait un truc avec plus d'acteurs. J'ai vraiment voulu mettre l'accent sur le côté schizophrénique, genre... c'est un peu ça que ça dit aussi, les 420, c'est un mec du quotidien, c'est vraiment, pour vous dire un peu l'intention de départ, c'est avant de faire un univers, je voulais que cet univers soit comme en lien avec qui je suis au départ, c'est-à-dire un mec qui fait des vidéos tout seul chez lui. Et ça, je voulais vendre ce concept, en fait. C'était très important. Je veux dire, même les costumes du film. Alors, on a, par exemple, le Super Swag Richard, qui est la fusion d'Algo avec Richard, donc l'entité de Shambhala, qui a créé cette terre, donc ça faut lire la mythologie 420 pour tout comprendre, si vous voulez creuser l'univers. Et Swag Eagle, c'est Jamie Lee donc qui a fait le costume. Mais vous regardez le costume de Wax et des Noélistes, c'est des trucs que j'ai pris à la foire fouille. Vous voyez, c'est vraiment, je voulais faire exprès de porter des trucs enfantins, presque cheap. Je veux dire, le costume de Wax, il est ultra cheap. Vraiment, son casque, vous le trouvez dans des magasins de déguisement Eco Plus. Vous voyez, un peu vous voulez. Je voulais vraiment que les gens se disent, ouais, on sent qu'en fait, c'est vraiment le mec qui fait le truc tout seul et il fait avec les moyens du bord. Mais c'est vraiment ça en plus, quoi. J'ai fait le truc avec les moyens du bord. Donc, c'était comme je n'avais pas le choix, je me suis dit, tiens, autant mettre l'accent sur mon côté schizophrénique et dire, regardez, j'incarne tout un tas de rôles. Et un peu comme Mathieu Sommet, finalement. Mathieu Sommet, il avait fait ça, sauf que, bon, lui, ça avait plus une empreinte kiddie, je dirais, c'était plus à destination des enfants. Moi, ce que je fais, c'est plus torturé, c'est plus pour un public plus mature, voilà, plus âgé. C'est pas vraiment pour les enfants ce que je fais. Moi déjà, puis en plus le public, les enfants, c'est, oui, ça m'intéresserait pour faire de l'argent, mais pour créer de la création brute, comme je peux le faire là, la création, ce que je veux sortir moi de mes tripes. C'est un public qui ne m'intéresse absolument pas, les enfants. Je veux dire, sur YouTube, tout est à destination des enfants. Au bout d'un moment, les enfants allaient niquer vos mères aussi. J'étais vraiment content, de mettre l'accent sur ma schizophrénie. Voilà. Et ce qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens sur le net qui pensent que je suis réellement schizophrène. Donc, quelque part, j'ai réussi un peu mon coup. Si des gens pensent que je suis vraiment schizophrène, ça veut dire que je les ai fait rentrer dans ma fiction, dans le monde que j'ai créé, et maintenant ils sont persuadés que dans le réel je suis un mec qui se déguise en wax et que je suis un mec tordu et tout, et que voilà. Mais c'est ça qui est aussi fascinant avec les médias, avec internet, c'est que les gens croient que ce qu'on montre à l'écran, bah on est comme ça dans la vie, tu vois. Bon, après c'est souvent des plus jeunes qui pensent comme ça, ils ont une vision assez terre à terre du truc, et quand tu prends l'âge, tu te rends compte que tout ça c'est fake. Bien sûr que tout le monde joue des rôles. Moi j'ai voulu stimuler les trolls sur internet pour les troller. Et en fait, ces trolls sur le net qui se disent oui, nous on a tout compris aux trolls, en fait ne comprennent rien. Et c'est ça qui me fait rire, c'est de voir qu'aujourd'hui ils croient que j'ai vraiment que je suis malade, tu vois, que je suis fou.
parce que voilà, c'est ce que je montre aussi dans ce que je fais. Donc pour moi c'est une réussite, vraiment. Ça peut vous paraître bizarre pour certains, dire mais c'est bizarre, ils trouvent que c'est une réussite qu'on le prenne pour un fou, mais ça veut dire que je suis un bon acteur, ça veut dire que les gens me croient vraiment que je suis fou. Donc pour moi j'ai fait la part du taf, et justement l'acting c'est un truc que j'ai essayé de travailler à 100% sur le film, ça m'a pris beaucoup de temps. Vraiment pendant ces 2 ans j'ai réfléchi encore à l'acting. Et vous voyez par exemple chez Jean-Marc, il y a clairement ce côté cheap. On voit clairement que j'ai une perruque. On sent que je suis un peu sapé comme un clodo à l'arrache. Vous voyez, l'équipe Carlin c'est pareil. Mais vraiment ça c'est voulu. C'était voulu de mettre ce côté cheap pour aussi donner l'impression au spectateur de se dire ben, c'était voulu, je l'ai voulu parce que aussi c'était nécessaire. Je rappelle, c'était nécessaire de faire ça parce que je n'avais pas d'argent en fait. C'est 0 € à la base quoi. La création des costumes c'est avec 10 €, 20 €. Mais c'était aussi pour dire aux spectateurs, regardez, j'ai fait les costumes mes personnages sont super cheap et j'arrive quand même à créer un univers, à faire un film et j'arrive même à réunir plus de 12 000 balles sur Ulule. En fait, avec rien, vous pouvez faire des films chez vous. Avec rien, vous pouvez faire des films chez vous. Et donc faites-les. Vous avez des costumes à la con, vous pouvez. Plus le costume est simple en plus, plus les gens ça les fascine quelque part, plus ils aiment ça. Après quand vous faites un film tout seul, essayez d'avoir un spectateur sous la main. Donc moi par exemple Jamie, je lui montrais le film et je lui montrais des scènes et par exemple elle me disait oh là c'est un peu trop long, là ça dure un peu trop. Donc par exemple sur chaque plan tu peux enlever 1 seconde ou 2 secondes de trop parce que forcément quand tu as la tête dans le guidon H24 il y a des trucs tu les vois plus à force. Donc c'est très important si vous faites un film aussi et c'est ce qui s'est passé avec Jamie. Bah, d'avoir un spectateur sous la main. Et grâce à elle, j'ai pu vraiment, je sais pas sur la durée totale du film, enlever 30-40 secondes. Mais par exemple, moi, Jamie, je sais que c'est une puriste et elle aime bien les trucs qui vont assez vite. Et moi, je voulais adapter, je voulais pas faire un film français lent et chiant, parce que ça, c'est dans la patte française de faire des trucs lentement. Les Français, ils adorent ça. Moi, je voulais pas faire ça. Et c'est vrai que je faisais un peu ça au départ. Et Jamie, en lui montrant des scènes à chaque fois, elle me disait, ah là, tu peux enlever 1 seconde, là, c'est 1 seconde de trop, ça fait chier. Allez, il faut que ça avance, quoi. Faut que ça carbure. Et moi, je suis d'accord pour cette optique maintenant. Il faut que ça avance. De toute façon, les gens n'ont plus le temps de regarder les trucs. On a 10 000 trucs à regarder. Donc, envoyez. Si vous montez quelque chose, oui, vous pouvez faire quelque chose de contemplatif, mais essayez de faire à la fois quelque chose de contemplatif et qui va vite aussi, qui carbure. En fait, il faut mettre votre ego d'artiste de côté. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup appris sur le film. Au début, j'étais pas trop comme ça. J'étais en mode, oui, je fais mon court-métrage, je le balance comme ça, et c'est comme ça, et je suis un génie. Non, le terme génie est galvaudé, ça ne veut rien dire. Il faut sortir un peu du côté artiste torturé au bout d'un moment, mais ça se fait avec le temps. Au début, on commence un peu comme ça, puis petit à petit, ça se décante et on se dit, bah voilà, il faut pas avoir peur de montrer ce qu'on fait aux autres pour qu'ils te disent, ouais, mais là, tu vois, cette réplique, elle est un peu nulle, tu pourrais l'enlever, mettre autre chose. Il faut montrer aux autres, à une personne de confiance que vous connaissez bien. C'est mieux, parce que si vous montrez ça à des randoms, ils auront tous quelque chose à dire. Quelqu'un qui vous correspond un minimum et qui a les mêmes attentes que vous, la même vision que vous. C'est très important. Et sortir un peu de ce côté artiste, torturé, dire oui, moi non, mais non, moi c'est comme ça. Non, il faut quand même avoir, je pense, un public qui regarde ce que vous faites. Mais attention à ne pas trop digérer tout ce qu'ils disent non plus. Appliquez ce qui vous semble le plus crédible dans leurs propositions, d'accord, très important. Ne vous laissez pas trop influencer non plus. À 70%, gardez votre patte et gardez une oreille ouverte à hauteur de 30%. Oui, tu devrais faire ça, et puis voilà, d'accord. Je pensais à la base que le cinéma c'était de la littérature, mais dans le cinéma on n'est pas dans de la littérature, on est dans de la captation. Il faut savoir capter des émotions, et ça c'est pas simple, c'est très difficile. Il faut savoir véhiculer une émotion. Donc moi j'ai essayé de véhiculer cette émotion dans le film et j'en viens à la conclusion que j'y suis parvenu. Parce que vraiment, pour moi, le film dégage de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Sur mes premiers courts-métrages, j'exposais une histoire sans essayer de véhiculer de l'émotion. Et dans le film, je considère que j'y suis parvenu. Dans le film, concrètement, l'émotion, elle se dégage entre Wax et sa relation avec les Panda Mocker X, la nouvelle génération. Ça a été la grosse problématique de rendre Wax attachant. Et je pense que Wax est attachant à l'arrivée, parce qu'on voit finalement que ce n'est qu'un prolo. C'est vraiment ça le propos du film, c'est un prolo qui est pris dans le joug de l'algorithme et qui n'a que pour seul ami des robots, des Panda Mocker. Et la première erreur qu'il fait avec Panda Mocker X1, c'est qu'il le laisse mourir alors qu'il le protège.
quand il est attaqué par Swaggle avant qu'il soit capturé, avant que Wax soit capturé par Zaza et Swaggle dans la première partie du film. Et dans la deuxième partie du film, il y a un espoir qui renaît, Internet est mort, et Google est mort, son entreprise préférée est morte, et là il y a Panda Mocker X2 qui arrive, qui revient de nulle part, dernier survivant, et là il reprend espoir, et c'est là où vraiment il commence à y avoir une amitié qui se fait entre Wax qui est un robot, hein, et Panda Mocker X qui est également un robot, donc c'est un peu comme, il est un peu comme nous tous, un peu comme tous les Prolox de France. Donc Prolox ça veut dire prolétaire, hein. Je dis Prolox maintenant, mais bah Wax en fait vous voyez il est comme vous tous, c'est un espèce de robot pris dans le balai de l'algorithme, dans le mécanisme infini de l'algorithme. Et si on veut savoir qui est l'algorithme, ça après il faut aller vers la mythologie 420, revoir les préludes du film. Mais au niveau de l'émotion, à la fin, Wax, le dernier plan du film, c'est Wax qui, en fait, Panda Mocker X2 était l'algorithme, et tout ce qui l'entoure, c'est l'algorithme. Et c'est un peu ça, comme ça, moi je vis ma vie et que je perçois la vie, c'est qu'on fait tout le temps les mêmes choses, on est pris dans une boucle infinie et on est tous des prologues en fait. On est tous des prologues, c'est ça vraiment le message du film. Et quand Panda Mocker X2 enlève son masque à la fin, et en fait c'est Algo donc qui est une femme. Algo est une femme. Ça, on l'apprend dans le film également. On croit pendant tous les préludes, toute la chaîne, que c'est un homme, mais en fait, c'est une femme qui peut changer de sexe. Donc ça, c'était pour faire un petit pont avec, on va dire, ce que nous donne l'algorithme aujourd'hui, donc ce que nous vend l'algorithme, avec le féminisme, on va dire, la disparition des genres, en fait, où il n'y a plus d'hommes et de femmes. Et en fait, Algo, c'est ça, il a à la fois un homme et une femme. Et en fait, le dernier plan, c'est Panda Mocker X2 qui enlève son masque, et en fait, Panda Mocker X2 est l'algorithme. Et en fait, Wax, depuis le début, croit être disposé de son libre arbitre, mais non, c'est un robot, il est programmé, et en fait, tout ce qu'il vit dans le film, c'est le film d'Algo. Et à la fin, on voit un film de Pianizza, et Pianizza est rayé, et un film d'Algo. Et en fait, ce film est une arnaque en fait. C'est ça vraiment, c'est comme ça que j'ai pensé le film. Je voulais qu'il y ait de l'émotion et dire qu'en fait ce film, concrètement, c'est la fin du scénario. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce film? Bah rien. Il raconte rien et c'était voulu. C'est du troll en fait. C'est du troll et c'est comme ça que j'ai pensé l'écriture du script. Comprenez bien ça. Alors là, je vous le dis dans le making of, mais ça, il ne sert à rien parce qu'en fait, on suit Wax qui est capturé par Zaza. La première partie c'est ça. Il est capturé par Zaza. Et après, il essaie de ressusciter une entreprise, mais tout ce qu'il fait ne sert à rien. C'est une quête qui ne sert à rien. Comme une quête de Prolox dans notre quotidien, pour moi, accumuler de l'argent dans la vie et s'élever socialement. En fait, tout ça, c'est de l'arnaque. On se crée des quêtes, mais on ne sait pas si ces quêtes ont une portée ou elles servent à quelque chose. Et en fait, finalement, Wax, à la fin, il croit qu'il a battu l'algorithme. Et en fait, il y a un balai. Donc ça, cette animation, c'est clairement celle qui m'a pris le plus de temps. Où il rencontre donc Algo dans sa forme ultime, qui a réussi donc concrètement, Algo a tué sa grande rivale Pandora, celle qui gère les 420. Donc ça, encore une fois, c'est le scénario. Je vais pas m'étendre sur le scénario. Pour moi, le scénario, c'est à vous de le creuser. C'est à vous de l'explorer. J'ai fait un scénario complexe et j'ai pas trop envie de vous donner toutes les clés en main. Et voilà, il a détruit Pandora. Il est devenu Dieu. Et là, maintenant, il contrôle vraiment le monde et l'univers, en fait. Voilà. Algo contrôle l'univers et Wax y croit avoir tué Algo dans le combat, dans un combat de pétanque qui est complètement trollesque. Hein, il tombe comme ça, Super Swag Richard, donc Algo qui est muté dans sa mutation finale, et il fait « Dane, I lost !» Il tombe, et c'est du gros troll, ça. Et moi, c'est ça qui me bute, c'est que j'adore... J'ai essayé de véhiculer de l'émotion. Pour moi, c'était difficile parce que c'était pas une chose dans laquelle j'excelle. Véhiculer de l'émotion, c'est difficile dans la vidéo. Autant à l'écrit, je pense y arriver, mais dans la vidéo, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc j'ai dû beaucoup travailler mon acting sur Wax, notamment. Ça a été vraiment du travail et de la réflexion pour qu'il véhicule de l'émotion. Une forme de pitié et qui soit à la fois ridicule et amusant, vous voyez. Tout ça, c'est du troll. C'est-à-dire qu'il croit avoir vaincu Google, mais
son ami Pandamoker X1, X2, c'est Algo qui a tout programmé. Il a tout programmé en fait. Et l'algorithme, c'est ça pour moi qui nous tient en haleine sur nos réseaux sociaux de merde, YouTube, Facebook, Twitter. On voit les mêmes trucs postés en boucle, c'est tout le temps les mêmes trucs qui marchent en boucle. Et pour moi, c'est vraiment l'algorithme qui a englobé toute notre réalité, le cerveau des gens. Et ça, pour moi, c'était tellement important que je creuse ça, que je vous parle de ça. C'est un sujet qui me préoccupe depuis toujours. Et je voulais que ce film parle de ça en priorité. Le développement du scénario qui s'étend donc dans la mythologie, là il y a vraiment une écriture, mais sur le film, la première pensée c'était, en fait ce film, quand on l'a regardé, on doit avoir la sensation de se dire déjà, si on est à un ST degré, j'ai pas tout compris, j'ai pas compris le message, ou si on a un peu plus d'esprit, se dire putain mais en fait il sert à rien ce film, il nous a trollé. Tu vois, c'est-à-dire l'aventure de Wax, elle sert à rien concrètement. Et les messages et ça encore je vais pas m'étendre là-dessus, je vous dis vraiment les scènes de combat épileptiques qui vont très vite, c'est fait justement que pour le normie, ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas ce qui s'est affiché à l'écran. Et si vous voulez vraiment comprendre des messages scriptiques que j'ai mis dans ces scènes-là, et je vous dirai pas lesquels, il faut les voir et les revoir. Vraiment, quand je vous dis que j'ai pensé tout ça pendant longtemps, c'est pas des lol. Et ça aussi, ces scènes, voilà, qu'on passe de scènes plutôt lentes. Vous voyez le développement, donc où Zaza capture Wax, Jean-Marc Odini et Carlino, en fait, ils capturent tous les dirigeants de GU dans la première partie. Il y a un développement qui se veut volontairement assez lent, comme un film lambda en fait finalement, et d'un coup ces scènes qui envoient du bois, genre en 40 secondes il se passe des trucs, là au premier visionnage tu n'as pas le temps de comprendre, tu es obligé de revoir, et c'est vraiment ça que je voulais, l'objectif c'était de faire comme une vidéo, c'est pas penser comme une vidéo, un film où tu es dans une salle de cinéma où tu te dis ah bah voilà j'ai bien digéré, j'ai bien tout compris ce que j'ai vu. Moi je voulais que quand on voit ce film au premier regard on ne comprenne pas tout. Et si je mets ce film dans un cinéma devant des normies, les normies vont dire oui j'ai pas compris, les scènes d'action ça allait trop vite. C'est pour ça que cette vidéo était pour moi à destination des puristes, à destination du format un peu YouTube qui te permet de revenir en arrière. Et nous, quand les puristes, on est des accros du détail, on aime le détail. Et moi je suis un accro du détail. J'adore ça, j'adore tarabiscoter ce que je fais en mettant tout un tas de détails, et ce film est bourré de petits messages souterrains, on va dire, de plein de sous-textes que j'ai pensé qui sont pas dans le script, qui sont dans ma tête. Pour ceux qui ont lu le script, ça c'est de l'exécutif finalement. Et bien sûr, je ne dirai pas c'est quoi les messages. C'est comme ça que on peut embaumer de mystère un peu ce qu'on fait. Et ce film vraiment n'a jamais été à destination des 1ST ou des normies. Et d'ailleurs, si je devais faire un film pour ces gens, je vais vous dire une chose, ça me paraîtrait d'une facilité déconcertante. C'est nos prétentions, nos prétentions dans ce que je dis, mais ça me paraîtrait d'une facilité déconcertante de développer un scénar de fils de pute avec Cadmerade là qui, oui alors j'ai des problèmes avec ma fille et puis du coup il résout ses problèmes. Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît, les putains de Francix de regarder des merdes, s'il vous plaît, et prenez-vous la tête un peu. Moi, j'adore me prendre la tête. Après, c'est vrai que la plupart des gens aiment pas ça. Les gens vivent leur vie comme des Yankees, en fait, comme des Yankees de consommateurs de grande surface. Donc, dès qu'ils voient un truc, il faut qu'ils comprennent tout de suite, tu vois. Il faut que, voilà, j'ai compris. Alors oui, il se passe ça, voilà. Vraiment, ce public, je l'encule, en fait. Voilà. Voilà, tiens, prenez ça. J'aime bien, en plus lâcher, c'est le making-of de mon film, je le fais tout seul, là, il n'y a pas d'équipe de producteurs, dit ouais, mais là, c'est pas bien ce que tu dis, qu'est-ce qu'il va dire, le Yankee, je vous encule, voilà. Et bien, et avec un large sourire, bande de merde. Alors, donc, le cinéma, ce n'est pas de la littérature, mais moi, j'aime bien mettre de la littérature dans le cinéma. Et je peux pas m'en empêcher parce que le cinéma avant d'être du cinéma, c'est du théâtre. Et le théâtre avant d'être du théâtre, c'est de la littérature. Pour moi, l'écriture, c'est la base de tout et c'est ça qui fait des œuvres. Et donc le cinéma, ce n'est pas la littérature, c'est d'abord savoir capter de l'émotion. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai bossé pendant 2 ans. Très très important. Mais quand même, j'aime me prendre la tête et j'aime faire des choses complexes. Mais alors plus tard, par contre, j'aimerais bien faire des trucs un peu moins complexes, plus dans le jet. Bon, je pourrais jamais m'empêcher de faire dans les détails et me prendre la tête. Ça, c'est dans ma nature. Mais
Et je vais vraiment, j'aimerais faire un truc un peu moins complexe quand même par la suite, parce que c'est vrai que je me suis vraiment pris la tête sur ce scénario, mais vraiment. Pour moi, quand on regarde un film à la fin, qu'on ait compris le film ou qu'on ne l'ait pas compris, il faut que sur la fin, on ait cette sensation de se dire putain, j'ai envie de me sentir libre. Je pense que c'est ça, comme ça qu'un film est réussi. Alors, pas tous les films, enfin, par exemple, les bons films d'horreur. Massacre à la tronçonneuse, à la fin, on voit la nana qui se barre au loin et qui dit « Oh putain, j'ai survécu au tueur ». Et là, tu te dis « Putain, tu as cette sensation de liberté ». Je vous parle de Massacre à la tronçonneuse parce que c'est des films à petit budget. En l'occurrence, Massacre à la tronçonneuse, c'est une tuerie, ce film. Et c'est fait avec un tout petit budget, en plus 140 000 balles. C'est rien, quoi. C'est rien dans le cinéma. Donc j'aime bien vous parler de ce film, alors que la comparaison avec le mien n'a pas lieu. C'est pas du tout dans les mêmes genres. Moi, mon film, si je devais le mettre dans un genre, je dirais que c'est du trolling avant tout. C'est un genre qui n'existe pas, mais ce film, c'est d'abord, je l'ai pensé comme du troll. Vraiment, je voulais que ce film, il ne serve à rien. Voilà, tu vois, que ce film soit bien, que je travaille comme un dingue dessus, mais que le message, à la fin, c'est, bah, olé, vous voyez, vraiment, je veux vous faire comprendre ça. Donc, je me répète peut-être, on est tous bloqués, on est tous des prologues, et même les gens plus aisés, on est bloqués dans un fonctionnement qui s'appelle la société. On a toujours l'impression de faire les mêmes choses en boucle. Mais à la fin, je voulais mettre un message d'espoir. Et vraiment, c'est ce plan pour moi. Vous voyez donc Algo qui se révèle, qui est une femme, et ils se sourient tous les deux. Là, avec le décor ambiant qui est ce gris, cette fumée d'industrie, vous voyez, ce côté déprimant de notre société actuelle, parce qu'on vit dans une industrie, une société d'industrie aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que les choux fins sont nostalgiques de l'époque Seigneur des Anneaux, qui sont toujours le regard tourné vers l'époque médiévale, parce qu'ils aimeraient tellement retourner à cette époque, parce qu'on vit une époque un peu déprimante, il faut le dire. Mais c'est important toujours de regarder vers la positivité, et pour moi il fallait que le message soit positif à la fin. Il fallait absolument qu'il soit positif et pas encore et c'est souvent ça aussi dans le cinéma, des messages mornes et un noir, plein de noirceur. Pour moi c'est pas ça un bon film. Ça c'est facile de faire ça. Faire quelque chose de glauque, de sombre, c'est à la portée de tout le monde. Mettre un son derrière strident qui fait pour faire monter une scène de tension, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Mais savoir mettre un message positif à la fin, un message d'espoir, ça a été aussi une grosse problématique et j'ai beaucoup réfléchi dessus. Je relance l'enregistrement. Pour le côté technique, sachez que c'est très dur de faire un film. C'est vraiment très dur et le script, il faut vraiment réfléchir et réfléchir encore sur le script. Réfléchissez, passez beaucoup de temps sur le script parce que quand votre script est appliqué, vous avez toutes les images en tête du film. Vous avez toutes les images en tête. Sachez que c'est très difficile. Déjà de faire un film tout seul, c'est très difficile, mais de faire un film qui tient sur la longueur. C'est super dur, 1h30. Qu'est-ce que le spectateur attend de mon film? Donc ça, il faut vraiment réfléchir longtemps sur le film, sur la structure, comment vous structurez les scènes, comment est-ce qu'elles s'imbriquent les unes après les autres, et ne pas hésiter du coup à refaire des scènes. Ces scènes, si vous vous rendez compte que par exemple, une scène que j'ai refaite, c'est la première scène de Jean-Marc, quand il voit le noéliste, pour la première fois, qui était Noëlys 300 à la base. Noëlys 300, je trouvais que cette scène, il y avait un truc qui allait pas. Jean-Marc, il manquait de prestance, il est mou, il était trop littéraire aussi dans ses répliques. Noëlys 300 aussi, qui a un mec qui parle plus comme ça et qui est fan de porno dans le scénario. Bah je l'ai viré parce que je le trouvais mou, chiant. Ses références avec le porno, ça allait pas. Le plan d'ensemble que j'avais fait, ça allait pas. Alors encore une fois, tourner dans la forêt, tu vois, trop de forêt aussi. Et j'ai décidé du coup de tourner cette scène devant une Croix-Rouge abandonnée. Parce que du coup j'ai changé un peu l'écriture à ce niveau-là. Et du coup cette scène ne s'enchaînait pas très bien avec donc le rêve de Jean-Charles. Donc il y a un mini court-métrage dans le film où on voit Jean-Charles qui sort du film 420. Et cette scène-là de Jean-Marc, elle allait pas du tout. Elle allait pas du tout. Et là, du coup, mettre Jean-Marc devant cette Croix-Rouge abandonnée qui rencontre donc les Noëlys qui sont devenus en fait des sbires de Gugle, donc qui travaillent pour Jean-Marc et ils s'occupent à distribuer de la drogue pour pervertir le peuple français. Ils s'occupent de la médiation en France. Ils s'occupent à créer donc le projet Piadini, donc c'est-à-dire Pianizza qui était au départ un artiste intègre et qui devient petit à petit un présentateur dénué d'âme. Ils s'occupent de tout ça. Et cette scène n'allait pas. En fait, vous savez quoi? Je vais vous montrer la scène maintenant. Regardez-la tout de suite.
Alors cette femme, elle c'est cool? Pas de soucis. Distribution générale opérée sur le Vous territoire savez, français. fréquenter une femme, c'est un peu comme accepter d'entrer dans son ventre. C'est comme s'accroutrer d'un déguisement et envoie la danse, Casimir. Une femme dans laquelle je rêverais d'entrer. Jinx Maze. Ah, les femmes, Jinx Maze. je les aime. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont toutes des putes. Je ne suis pas vraiment d'accord. Elles sont plus que ça. Croyez-en mon expérience de spectateur chevronné. Ce sont toutes des putes. Nous vivons dans un monde sombre, un monde sauvage. Et j'adore ce monde fait de prostituées, mais prostituées. Un monde merveilleux. Un monde sur lequel s'étend Marie-Jeanne, femme de tous les rêves. La seule mère de la weed, c'est Pandora. Votre reine n'a jamais existé, vieux débris. Mais voyons, ne faites pas votre puriste de la weed. Vous ne savez même pas que votre créateur s'appelle en réalité Sierra Malik. Lui, et c'est lui qui a modelé votre... Condition de perdre, cachère, possédé par la ganja. Que le public adore tant. Ah, on adore le drama. Ah, on adore voir des gens s'entretuer. Ah, mais que vois-je là-bas? Une femme nue. Comment? Quoi? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Maintenant que vous n'êtes plus invincible, on peut avoir le dernier mot avec vous. Monsieur Jean-Marc Houdini, la Google Corporation vous a chargé de promouvoir le cannabis sur le territoire français, pas d'éliminer la main-d'œuvre servant à cet effet. Vous en mettez du temps pour pisser. Et j'ai oublié que vous étiez là. Si la Google Corporation vous confie ce cœur, c'est pour que vous contrôliez les 420. Je me vois dans l'obligation de vous signaler. Et ces crétins ne sont même pas équipés de caméras de sécurité. Algo. Mon cul, ouais. Voilà, vous avez vu la scène. De toute façon, je l'ai toujours dit, le confinement, c'est la meilleure stratégie marketing. Pour moi, tout ça, c'est du marketing, tout ce qui se passe aujourd'hui de Covid-19. Et ça tombait à pic. Donc je me suis dit, putain, il faut que je vire cette scène qui est pas bien et autant un peu l'actualiser avec l'air du temps, avec ce qui se passe, tu vois. Jean-Marc, il est au-dessus des lois. C'est un mec qui est au-dessus des lois. Et il y a une scène donc où il prend de la coke et il arrache son masque et il le vire. Et je me suis dit, c'est beaucoup plus intéressant d'exposer Jean-Marc de cette façon. Vous décidez d'être un sbire ou vous décidez d'être comme Jean-Marc au-dessus des lois et de diriger toute cette merde et de diriger tous ces pigeons qui gobent tout ce que leur donnent les médias. Et c'est vraiment ça en fait, Jean-Marc. C'est un personnage qui dirige les médias avec Carlino et qui s'occupe justement de manipuler les gens. Et j'ai trouvé que cette scène avait beaucoup plus d'impact, et ça c'est une scène que j'ai retournée à la toute fin. À la toute fin, j'ai viré la scène de Jean-Marc, et je voyais qu'en plus cette scène de Jean-Marc, je rematais le film, je disais putain mais cette scène-là, elle arrive après le plan, la scène de Jean-Charles dans son rêve, et elle est chiante, elle est molle, et alors que là, il y a beaucoup plus de plans, ça s'enchaîne plus vite, et ça rajoute du dynamisme au film. Pour moi, Jean-Marc, c'est un personnage que j'ai adoré travailler, j'adore ce personnage. Si je pouvais faire un film uniquement avec Jean-Marc et faire des scènes ultra gore et tout, Jean-Marc qui écrase la tête d'un prologue, qui dit sale merde et tout, va bosser pour moi. De toute façon, moi je gère ton divertissement, tu vois, faire des trucs comme ça, je prendrais un large plaisir. Bon, en l'occurrence, dans le film, Jean-Marc finit découpé en morceaux par Wax. Parce que c'est une vraie pourriture ce mec, bien sûr, c'est une vraie pourriture. Je vais vous mettre tout de suite finalement une autre scène avec Jean-Charles que j'ai viré. C'est Jean-Charles, avant d'entrer dans le bar, il est censé rencontrer Risitas et Jésus quoi, donc le pote de Risitas. Et je l'ai viré cette scène, je vous la montre tout de suite.
Aide-nous! Aide-nous! Voilà, bah cette scène c'est pareil, je l'ai virée parce que en fait elle ajoutait de la lourdeur au rêve de Jean-Charles. C'était trop lent et puis c'était trop private joke. Ça aussi c'est un truc, il faut savoir en sortir. Ouais, mais pourquoi je mettrais Résitas? Déjà que je mets un petit bout de Résitas dans le rush de Richard, dans la Gull Corporation, on voit un Issou qui apparaît. Je me suis dit c'est suffisant, ça fait un petit clin d'œil, voilà. Et là, c'était trop long. On le voyait sortir. Aïe, bon, voilà, ça vous fait la petite référence pour les gens du net. Mais ça, c'est un truc que je conseille aussi, petite parenthèse. Évitez de mettre des private jokes dans votre film. Parce que ça va parler qu'à votre communauté. Et en fait, bon, oui, c'est sympa, mais évitez de vivre sur des acquis, c'est-à-dire les mêmes. Faites votre truc à vous. Voilà. Et moi, cette scène-là, je me suis dit, ouais, vous savez, le monde de YouTube aussi, pour vous parler du monde de YouTube, oui, c'est un monde intéressant, mais je pense que tous les réalisateurs, tous les artistes méritent mieux que YouTube. En réalité, YouTube, c'est un réseau social, d'accord? Ça n'a pas de finalité, il n'y a pas de finalité. Tu peux mettre en place un projet, mais bon, les spectateurs sur YouTube, ils sont bien gentils, c'est pas méprisant, mais ils sont pas très intéressants. Ils s'intéressent pas vraiment à autre chose, finalement, que leur petite image. Et tous ces réseaux sociaux sont créés pour stimuler des réactions. Ils sont un peu pris dans la boucle de l'algorithme, vous voyez? Donc, moi, quand j'ai fini mon travail sur YouTube de fiction, je me sentais à un niveau de stagnation qui était assez ouf, quoi. Quand je faisais des dramas et tout, en fait, ils veulent juste le plus souvent, enfin tout le temps, en fait, t'enfoncer avec eux dans leur miséricordieuse envie de parler des autres. Alors moi, je me suis prêté à ce jeu du drama, mais toujours en me foutant de leur gueule à eux, les spectateurs. Pour moi, c'était vraiment important, et ça reste toujours important aujourd'hui de me moquer des spectateurs. Moi, j'aimerais bien que les gens changent, en fait. Bon, ça, c'est des visions d'idéalistes, de connards de gauchistes, qui vient d'un milieu un peu bourgeois et qui a lu des bouquins. Bien sûr que les gens ne changeront pas. Personne ne changera le monde. Personne ne sera capable de changer tout ça. Mais c'est pour vous dire que le monde de YouTube, c'est vachement bien si vous voulez vous faire connaître et attirer des gens. Mais pour ça, il faut un peu vendre votre âme sur l'autel de l'hystérie collective, comme j'aime si bien le dire. Et au bout d'un moment, vous pouvez continuer à jouer avec ces codes, mais il faut aller au-delà de tout ça. Et quand je suis arrivé à un niveau de stagnation assez ouf sur YouTube, eh ben, j'ai senti que c'était le moment de faire le film. Et j'avais déjà demandé 6000 balles à l'époque, quand j'avais fini Né pour troller et Gotaga de grippe. Et je me rappelle que des gens s'étaient foutus de ma gueule. Ils disaient, ah, tu les auras jamais, les 6000 balles. De toute façon, parce que Gotaga de grippe, on avait un peu bidé. Et voilà, bah, finalement, bon, bidé, hein, pour les gens sur Internet, faire 10 000, 20 000 vues. C'était ça qu'il avait fait finalement, je crois, Gotaga de grippe et Google Wars. Ils étaient à ces chiffres-là, par là, avant que je supprime la chaîne. Et pour les gens, c'est des jeunes. Hein, ils raisonnent un peu comme des jeunes, hein, bande de sales jeunes. Faire 10 000, 8 000 vues, c'est bidé. Mais je vous assure que pour de la fiction sur le net, non, c'est pas bidé. Parce que tout ce qui marche, c'est toujours les mêmes formats. Les chroniques, les podcasts, les vlogs à la con, j'en ai parlé 10 000 fois sur mes lives. C'est toujours les mêmes merdes qui marchent et c'est toujours les mêmes merdes de l'algorithme, et je suis très content d'être arrivé à la finalité de ce film et là de conclure en fait cette aventure avec ce making of, parce que là c'est le dernier truc que je fais sur le film, les gars. J'en peux plus moi de ce projet, hein. Ça m'a pris plus de 5 ans de ma vie, ça a été très très long, et je suis très content d'être sorti de l'algorithme YouTube, de cette logique d'ahurie et d'abruti finalement, et d'avoir pu laisser une empreinte sur Internet, parce que je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, les gens n'en parleront pas beaucoup, ce ne sera pas reconnu tout de suite, mais plus tard. Et plus tard, on s'intéressera à ce que j'ai fait, on dira, regardez, ce mec a critiqué l'algorithme et toutes ces merdes là qui se faisaient quand on regardera YouTube plus tard, comme on regarde MySpace aujourd'hui, je pense que ce que j'ai fait, ça laissera une empreinte intéressante dans le paysage audiovisuel d'Internet, et on se dira, ce mec a critiqué l'algorithme. Et finalement, je suis le seul à avoir fait ça, parce que tous les autres se sont un peu pliés au jeu de l'algorithme. Donc vraiment, je vous dis, je suis très très content de ce travail, mais je suis très content d'en sortir, parce que j'en peux plus. Je me suis investi corps et âme dans ce projet.
Je vois qu'aujourd'hui je suis récompensé parce que bah voilà, les gens se foutaient de ma gueule à l'époque, ils disaient ah tu les auras jamais les 6000 balles, du coup j'ai eu le double. Donc bien sûr maintenant aujourd'hui ces gens ferment leur gueule parce qu'à part déverser de leur haine, ils font rien d'autre. Et je suis très content donc d'avoir pu grâce à vous mettre en exergue ce projet et conclure un peu le message que je voulais donner. Et pour moi, c'est réussi. Ils m'avaient soutenu et aujourd'hui, d'accord, j'ai dépensé plus d'argent que je devais en dépenser sur le film et c'était un peu chaud pour moi à certains moments, hein, je vous le cache pas. C'est pour ça que j'ai fait des lives en même temps. On me critiquait aussi, ouais, tu fais des lives. Bah oui, mais fils de pute, il fallait que je me nourrisse parce qu'en fait, moi, sur le film, j'ai rien gagné. J'ai même perdu de l'argent. Donc cette empreinte que j'ai laissée sur YouTube, pour moi, elle est très utile et je pense que là aujourd'hui, même moi, si je vois là qu'au mois de janvier 2021, je commence à avoir des résultats financièrement, là, on me balance des dons à foison et je vous remercie, mais les mécènes qui me soutiennent, parce que c'est grâce à vous que je peux vivre de ma passion. Bah, c'est un bon pied de mis dans les gros projets, dans l'environnement du cinéma. Et je pense que si un mec, même s'il s'intéresse pas au scénario que j'ai fait, il voit ce que je suis capable de faire tout seul, je pourrais peut-être être un jour engagé sur un projet. Et ça, c'est grâce à vous, les gens qui m'avaient soutenu. J'ai adoré travailler sur ce projet, sauf que c'était trop éprouvant. Quand je vous dis, je n'ai pas souffert sur ce projet, je me suis amusé. Mais c'était vraiment fatigant mentalement. Même quand tu t'amuses, c'est fatigant. Quand tu bosses 10 heures par jour sur le montage vidéo, avec un processeur i7 qui rame et t'as un logiciel de montage qui crache toutes les heures, toutes les 2 heures, avec une table de montage avec 250 pistes de calques superposées là sur les scènes d'animation sur fond vert, et qu'en plus t'as des connards sur internet qui disent fond vert parce que c'est des trisomiques et ils connaissent rien au cinéma. Je peux vous dire que ça vous fait accumuler de la fatigue. Donc pour ça je suis très content de sortir vraiment de YouTube et je n'ai plus rien à prouver, je ne dois plus rien à ces gens, à ces losers d'internet qui ne font rien sinon se filmer face cam. Et moi je suis très content d'avoir laissé cette empreinte grâce à vous, grâce aux gens qui m'ont soutenu. Que je sois gagnant au niveau de l'argent ou pas, je m'en fous. Je sais que j'ai laissé un message important et intéressant pour l'algorithme qui intéressera, j'espère, les générations futures plus tard. Parce que les générations futures, elles vont pas regarder les vlogs ou Norman ou Squeezie. Hein. Aux yeux de ces gens, ce seront les ragards d'autrefois. Comme nous aujourd'hui, on voit Patrick Sébastien, comment est-ce qu'on le voit? On le voit comme un ringard aujourd'hui. C'est un truc de boomer. Bah, tout ça, ce sera des trucs de boomer de notre génération. Moi, je pense que mon film, c'est plus que ça. C'est un film qui est en avance sur son temps. Là, je vais faire rager les petits PD d'internet. Mais tant mieux, parce que quand vous ragez, moi, ça me fait de la com, c'est parfait. Donc rager, bande de putes. Mais plus tard, les gens se diront, voilà, lui, il a fait le taf, il a critiqué l'algorithme qui gouvernait tous ces putains de pigeons, quoi. Et ça, je trouve ça cool. Bref. Dans plusieurs générations, le drama, ce sera quelque chose qui sera ringard. Ce sera vu par les jeunes comme quelque chose de ringard. Parce que je pense que les jeunes vont aller dans le bon sens et vont pas être comme nous, des gros porcs qui digéreront l'information, on va dire. Je pense qu'il y avoir un éveil. Et moi, je voulais participer à cet éveil plus tard et que les gens se disent, en fait, le scénario de Pianizza, c'était un troll qui trollait les trolls. Vraiment, il faut comprendre ça, parce que les trolls, en fait, ils pensent être, de par leur mouvement dissident, être en dehors des spectateurs, mais en fait, il n'y a pas plus spectateur qu'un troll, en réalité. Les 420 qui font la couverture du DVD ne sont même pas présents dans le film. Finalement, dans le film, il n'y a que le Prolox Wax qui n'a que pour destinée d'être enfermé dans l'éternelle boucle, l'éternel algorithme. Et c'est ça la vision déprimante de la réalité, c'est ça. C'est ça comme ça qu'on vit la réalité. L'algorithme met dans une mécanique où tu es obligé de produire du contenu. Tu n'existes que si tu produis, en fait. Si par exemple tu fais une vidéo tous les mois, par exemple Gotta Get a Grip, ça m'a pris 7 mois à le faire, pendant 7 mois je faisais pas de contenu. Bah forcément quand je l'ai sorti, ça faisait pas beaucoup de vidéos. En fait c'est pour vous dire, j'ai été un peu matrixé malgré moi. Alors je jouais avec les trolls à les manipuler pour les mettre face à eux-mêmes finalement. Mais je me suis aussi mis moi-même face à moi-même. Je ne veux rien dire ce que je viens de dire. Mais en gros, l'algorithme m'a transformé en robot. Parce que je produisais, et je pensais que faire quelque chose de vraiment bien, ça allait me prendre 1 an. Et rappelez-vous, le film, je vous ai dit, ouais, en 2019, il va sortir. Finalement, il est sorti fin 2020. Et ben
sortir faites attention avec YouTube parce que il vous plonge dans une mécanique qui vous oblige à aller vite et du coup à produire des choses qui ne pourront pas être parfaites. Donc c'est très important aussi, encore une fois, retenez bien ça si vous voulez faire un film, prenez votre temps. Prenez votre temps. De toute façon, ça sert à quoi d'aller vite? Ça sert à quoi de faire un truc en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans? À l'arrivée, c'est quoi l'idée? Il faut que ce soit bien. Il faut que tu livres le truc, les gens disent ah ouais, c'est vraiment bien, tu vois. Faire un truc fort et impactant. Très important. Et pour ça, eh ben, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps et c'est pas en restant dans la logique de l'algorithme YouTube que tu feras quelque chose de bien. Vraiment, YouTube te pousse avant tout à faire de la merde. Fais de la merde, fais 3 vidéos par jour, filme-toi, filme ton cul, et tu verras, tu feras... Voilà, tous les mecs qui ont filmé leur cul sur internet feront infiniment plus de vues que mon film. C'est pour ça que je le mets en payant, mon film. J'ai beaucoup de gens qui disent ouais, tu le mets ton film en payant. Bah ouais, mais enculé, vous faites tous des contenus de merde, là. Moi, faut payer pour voir mon film, c'est de la qualité. J'en ai rien à foutre de faire des vues, j'en ai rien à foutre de faire 30 000, 50 000, 100 000 vues. Ça fait quoi? 100 000 vues, je gagne 100 euros. Je fais un live, je me mets 100 euros dans la poche. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc vraiment, YouTube, il faut traiter YouTube comme votre pute, les gars. Traitez YouTube comme votre pute. Donner de la confiture au cochon, d'accord, mais pas trop non plus. Pas trop non plus. Vous faites des trucs qualité, vous les faites payer. Ce qui est gratuit, pue le gratuit. Et si vous jugez que le truc il est bien, ce que vous avez fait c'est bien, bah vous le faites en payant, puis basta quoi. Puis basta. Pour faire un film, déjà je vous dis, travaillez sur le script pendant au moins 6-7 mois, prendre du recul, parce que une fois que vous avez toutes les images en tête, il n'y a plus qu'à exécuter, d'accord? Faut bien comprendre ça. Une fois que vous avez toutes les images en tête, vous n'avez plus qu'à faire le film. Prenez votre temps pour écrire le script et après pour réaliser. Alors si vous faites que des scènes tournées dehors et vous pouvez tourner à tel endroit, ça va assez vite. Si vous faites des animations fond vert comme moi, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà, vraiment prenez votre temps, c'est très important. Et surtout, faites en sorte que si comme moi vous avez du retard, vous laissez des gens dans l'attente. Donc vous stimulez une pression inutile. Donc vraiment faites très attention au délai que vous donnez aux spectateurs. Moi je ne ferai plus jamais cette erreur. Maintenant si je dois faire un nouveau projet Ulule ou sur je ne sais pas quelle plateforme, eh bien je lancerai le projet et je vous dirai, voilà, il faut au moins 2 ans pour le faire. Donc je vous dirai, dans 2 ans, je sors le truc. Ou le projet sera déjà terminé. Par exemple, on est en train de préparer une BD avec Monsieur Timothée Rouxel, là. On va lancer le projet Ulule. Donc voilà, ça va être un projet Ulule que je vais lancer. Prochain projet Ulule, c'est avec la BD avec Monsieur Rouxel. On va lancer le projet quand on aura terminé au moins à 80% le truc. Pour être sûr d'avoir aucun retard. Et voilà, parce que se mettre une pression inutile comme ça ne sert à rien. Et moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Et au moins, je ne ferai plus cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Voilà, vraiment, petit conseil. Et pour finir ce making-of, avant de vous laisser les autres scènes supprimées, et puis vous laisser quelques rushs marrants, je pense que ça va vous faire marrer. Ce making-of va être assez long, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je voulais vous dire aussi que j'ai dû gérer ma pilosité pendant le tournage. Donc vous voyez, au début, Wax, il est pas barbu, après il est barbu, après il est plus barbu, bref. Ça a une signification, ça aussi, la pilosité, j'en dirai pas plus. En tout cas, ça a été très très chiant à gérer pour moi. C'était super chiant. Des fois, je devais me laisser pousser la barbe, me re-raser, me relaisser pousser la barbe, donc ça me faisait perdre du temps. Je vais attendre d'avoir une certaine pilosité parce que voilà, je devais alterner entre plusieurs personnages. Et franchement, c'était merdique, c'était super chiant. Et ça a une signification, la pilosité, par rapport à la virilité et la non-virilité. Voilà, je vous dis juste ça, je voulais vous mettre cette petite note aussi, je voulais vous en parler. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'il y a une seule personne qui possède tout le fichier montage du film, qui s'appelle Melly. Donc Melly, pour conclure ce making of, je voudrais te remercier, parce que tu m'as envoyé quand même 2000 balles en tout sur le projet, tu es le plus gros soutien du film, donc merci à toi, merci beaucoup. Merci à tous les autres donateurs aussi, les gros donateurs qui avaient été là. J'espère que vous êtes contents, que vous vous sentez... que vous vous dites, voilà, moi j'ai voulu être le plus sérieux possible sur ce projet, que vous êtes content de toutes les contreparties, j'ai voulu vous faire plein de cadeaux, parce que c'est vrai que j'ai eu énormément de soutien dans tout mon parcours de vidéaste. J'ai plus envie de me définir comme youtubeur, c'est presque ringard. Et vous avez été là souvent, donc
J'espère que toutes les contreparties que je vous ai envoyées vous plaisent, que le film vous a plu. Et puis voilà, je vous laisse avec le reste. Merci d'avoir regardé ce making of. Et puis voilà, ciao les gars, on se dit à plus en live de toute façon. Moi je suis toujours là, je suis toujours présent dans l'ombre. Allez. Oui, t'as un fond vert, mais t'as aussi, on dirait, un fond bleu. Bah oui. Allez, remonte-toi, ce fils de pute là. Quoi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi là? Ça c'est un vieux casse de merde, hein. C'est un casse pour les gamins, hein. Mais je fais exprès en fait de faire... Les gens ils disent que je mets des déguisements de merde. Mais je fais exprès de mettre des déguisements cheap, justement. C'est plus drôle je trouve. J'ose à peine le regarder. Oh! Je check toujours s'il n'y a pas des gens qui arrivent, parce que je passe pour un fou. Chef, oui chef! Allez bien vous faire enculer, voilà. Allez bien vous faire enculer. Les puristes. Oui, là, il y a point de luminosité. Yes, you know, you just have to suck my dick. It's okay, you know. C'est une pluie de rédemption qui s'abat sur des plans qui durent 8 minutes. C'est comme cela que l'on filme le réel, que l'on capte l'intensité, qu'on obtient des palmes d'or à Cannes. Et des Oscars et des Césars ou que sais-je, monsieur Jean-Marc Odini. Gros dame sur le putain de cinéma français, bande de fils de pute! Drame sentimental. Parce que nous, je connais bien chez les drames familiaux. Hein? Bande de merde, va vous dégoûter. Eh bien, voilà des manières. Je ne vous savais pas comme ça. Ça me plaît, cette nouvelle mise à jour. Que voulez-vous dire? Vous avez enfin compris le genre féminin. Et les femmes sont agressives. Elles recherchent l'homme sécurisant, le leader sauvage et passionné qui saura retransmettre son sens de l'acting à ses progénitures. Vous devez vous revêtir de leurs os. Vous devez leur montrer que vous pouvez survivre au remous imprévisible de leur ventre. Elles veulent tout du mec que j'ai devant moi. Une bête, un tueur, un lion qui soit un loup pour le lion. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et voici donc votre toute dernière invention, Pandamocurix. Chef, oui chef, je vous présente la machine à oppression. Eh bien, comme vous le savez, chef, l'humain aime se plaindre sur les réseaux sociaux. Et afin de continuer à les diviser entre eux dans des luttes inutiles, nous pouvons dorénavant générer l'oppression de demain. C'est-à-dire, comment procédez-vous? L'algorithme de la machine identifie les phrases à consonance péjorative les plus en vogue sur Twitter et Facebook. Elle les assemble entre elles pour créer de nouvelles synergies. De nouvelles synergies, vous dites? Oui, chef. Ensuite, des bots de Google déguisés en utilisateurs spamment les oppressions du futur, qui permettront au gouvernement d'imaginer les règles liberticides de demain. L'appropriation culturelle fait partie de nos meilleures inventions. Chef. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris. Plutôt novateur, Pandamocurix. Plutôt novateur. Je dois le reconnaître. Alors. Oui, disposez. Oui, Pandamocur de 1854, je vous ai dit d'entrer la commande 5400. Vous devez vous rappeler de ce qu'est la commande 5400, non? C'est pas compliqué, un tiret 3 slash et 5400, vous divisez le tout par 3. Combien de fois je vais devoir vous le dire, ça? Oui, bon, assurez-vous de contrôler Paris, Moscou, Tokyo, je vais être sûr que les random aient rempli leur quota publicitaire, et j'ai pas que ça à foutre. Votre rapport demain 8h, très bien, oui, au revoir. C'est terrible. Leur QI et leur réactivité doit être re-up de suite. Je vais devoir discuter de tout cela avec le service technique. Bon, on a rigolé sur les premières ou pas? Ça va pas du tout. Hein. Il y a des voitures qu'on voit passer. En fait, il y a des voitures qu'on voit passer depuis tout à l'heure. Et vous êtes à fond et je vous dis depuis tout à l'heure.
Faut la refaire, faut la refaire. Là, le plan, il est bien, là, comme ça, là. Franchement, il y a un plan où vous faites, il y a une voiture qu'on voit là-bas, après, il y a une voiture qu'on voit là, après. Bon, allez, on y est presque. Vas-y, allez, go, go. Mec, c'est le cinéma français qui est terminé, là. C'est le fin du cinéma français, en fait, là. Vas-y. Vas-y, let's go. Ça enregistre toujours, putain? Oui, ça enregistre, là. Oh. Action et 38 secondes. Action. Un peu de sérieux sur ce tournage. Ok, allez. Concentré. Il faut que tu sois concentré. Tu donnes ton coup pour vraiment que ce soit genre. Oh, ok. C'est prêt? Ok, c'est bon. T'attends, elle part. Vas-y, let's go. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le Piadini Show. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir, les amis. Ça me fait extrêmement plaisir. Je me disais vivement que j'arrive là ce soir sur le plateau, que je tape un petit Piadini Show là. T'as tranquillement, trop plaisir, putain. Let's go, baby! Mais ce soir, malheureusement, nous accueillons Pianizza, l'ancienne version de moi-même. La version, vous voyez, un peu dépressive. Pianizza, vous avez réalisé le film 420. Je crois bien que vous dénoncez l'algorithme, hein, c'est ça? C'est quoi l'algorithme au juste? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'algorithme, c'est une personne en fait. Algo, il ne se montre pas souvent. Pour vous dire, je travaillais dans la rébellion 420, la rébellion fantôme d'Internet, on l'appelait comme ça. Et puis le jour où elle est tombée, eh bien, Algo m'a dépossédé de mes moyens pour créer ceci là. Mais quelle indécence! Vous me mettez le cafard, Pianizza, hein? Mais alors c'est qui cet algorithme? Oh mais quelle indécence! Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que par exemple il dirige ce groupe, le groupe Illuminati. C'est lui qui gère ce plateau. Par exemple, il a sous ses ordres WAC 5. Sa fonction première est de signaler les comportements inadaptés et de regarder ce que font les gens. Et chez les dirigeants, on trouve aussi des gens comme Carlino, Jean-Marc Codigny, qui s'occupent à propager le divertissement et la drogue sur le territoire français. Et bien sûr, mes amis, en fait je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des amis, les 420. Alors eux, ils ont été asservis à Illuminati à vie, et ils ne servent plus qu'à distribuer la dope pour les randoms dans le public, et ça, ma foi, c'est bien triste. Alors quoi, il y aurait un cerveau au-dessus de tout ça? Oui, oui, exactement. Et le problème, c'est qu'Algo est omniprésent maintenant, il est devenu inarrêtable. Jean-Charles, le meneur de la rébellion 420, a essayé de le stopper. Sa base, son QG, j'ai envie de dire, c'était la cité souterraine de Shambhala. Aujourd'hui entre les mains de votre groupe. Une cité parsemée de technologies incroyables. Jean-Charles avait créé les fantômes de THC, les 420, dans l'espoir de ressusciter Pandora. Il voulait anéantir l'algorithme. Mais Illuminati est partout aujourd'hui, partout. Shambhala, une destination Agartha que nous conseillons à tous nos spectateurs fortunés. Mais vendez-nous du rêve, Pianizza! On veut du rêve! Allez là, on veut du rêve! Je dirais que ce film retrace le parcours de mon frère Zaza, le dernier opposant à Agartha, le dernier homme capable de résister à la toute-puissance Illuminati. Celui qui aura tenté de me libérer. Adorable. Il est adorable ce garçon. Zaza. Il m'a sorti de la bouise, alors que j'étais sous contrôle de Google. Il me met le cafard! Il me met le cafard! Ce film représente beaucoup pour moi. Vraiment. Pourquoi pas? Bon, on vous laisse avec une petite pub tout de suite, et on envoie la bande-annonce. La dernière vidéo Clash des Panda Boker fait le buzz. Les Kikou Carlin, nous vous demandons de cesser vos agissements. La justice vaincra. Mais la dernière vidéo drama de Kikou Carlin 125 fait plus parler d'elle. Les Kikou Carlin vont-ils reprendre la tête du classement après la rencontre sanglante qui aura lieu à Clignancourt? Vote dès maintenant pour ton groupe préféré, 500 000 € à la clé.
Bon, ça casse pas des briques, hein, ça casse pas des briques, c'est pas foufou non plus. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, sur les effets, tout ça. Mais écoute, Pianisa, il y a un truc que j'ai pas compris. Vous avez lancé un truc là, dernièrement, sur Twitter. Vous avez écrit ceci. Vous avez dit que ce film allait signer ma mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur Pianisa? Vous verrez bien. J'ai fortement l'impression que tout ceci ressemble à des menaces. Bouh! Bouh! Mais vous oubliez une chose, Pianisa. Et oui, c'est que j'ai pouvoir de vie ou de mort sur Pianisa, puisque c'est l'ancienne version de moi-même. Et c'est le Pianini Show! Une courte page de publicité. Eh mais ça fait beaucoup de pubs. Oui, mais c'est pour notre bien. Non mais je disais ça dans le sens positif, je suis content. Enfile ton plus beau t-shirt Angry Birds et ton bonnet magique. Deviens dès maintenant un random spectateur. Des instants de fun intensifs avec des gens aussi fun que toi. Et bah moi aujourd'hui j'ai signalé plus de 30 vidéos et j'ai regardé plus de 4 heures de pub. Mais tu es vraiment fort. Je suis le plus fort car je suis premier dans le classement. Je dois aller regarder de la pub. Rejoins dès maintenant les random spectateurs. Comment faire? C'est très simple. Regarde 2 heures de pub par jour. 500 € par mois seront offerts à toutes les personnes qui rejoindront la communauté.